Nous sommes donc en août 40. Je suis à Nice. Contrairement à ce qu'on m'a dit, les studios de la Victorine ne rouvrent pas. Je suis là, je suis évidemment aucune possibilité de correspondre avec Paris. Il y a la ligne de démarcation, je suis dans la zone dite libre, mais le haut de la France, la moitié nord de la France, est zone occupée et on ne peut pas correspondre. Et je me trouve évidemment très vite sans argent. Une dame que je ne connais pas, mais qui m'admire, paraît-il, compte tenu de son admiration, me prête un peu d'argent, m'avance un peu d'argent pour rentrer à Paris. J'arrive à Paris, et là, le cinéma est lui aussi complètement arrêté, aucune production n'est entreprise, aucun film tourné. Et il y a tout de même un monsieur qui est venu, un Allemand qui est venu, et qui a fondé une société qui s'appelle la Continental Film, et qui me demande, il a déjà demandé certains réalisateurs qui étaient à Paris avant moi, et m'offre un film, tourné à Paris évidemment, et moi j'exige dans le contrat, je veux bien, mais j'exige dans le contrat que le film soit effectivement tourné en France, et scénario choisi d'un commun accord. Tout ça pour éviter, d'abord parce que je ne veux pas aller tourner en Allemagne, premièrement, et deuxièmement pour éviter tout film de propagande. Il refuse. À quelque temps de là, je suis convoqué à l'hôtel Matignon. Je vois un représentant du gouvernement de Vichy qui me dit: si vous ne signez pas, le cinéma français ne repartira pas. Et bien, j'ai dit: ne repartira pas. Et moi, je ne veux pas me trouver en Allemagne. Tout ça. Bon. Il me dit: on vous soutiendra. Je dis: non, pas question. Et puis, enfin, bref, je vais passer très vite là-dessus. On me redemande à la Continentale. On accepte les deux contrats, les deux conditions que j'avais demandées pour mon contrat. Je commence, on cherche beaucoup de sujets. Bon, puis finalement, on se décide pour un projet qui s'appelle Les Évadés de l'an 4000, et qui est un film d'anticipation, comme son titre l'indique, et dont je commence le scénario avec Viau, et dont Anouilh écrit les dialogues. Puis je ne me plais pas dans cette société, tout de même, c'est tout de même un peu, je sens la propagande dissimulée sur tout ça, je romps, je manque être poursuivi, je m'en moque. Et puis, je rencontre Paul V, qui, lui, me signe un contrat de 3 films. Je lui donne une pièce de neveu que j'aimais beaucoup, Juliette ou la clé des songes. Il accepte. J'ai la chance que Cocteau accepte également, et une chose encore plus rarissime, que Christian Bérard, le grand peintre et décorateur connu, accepte aussi. Nous commençons. Le sujet fait peur à Paul V. On renonce à Juliette, à Cocteau et à Bérard. Je suis un petit peu perplexe. Qu'est-ce que je vais faire quand Paul V, le producteur qui m'avait engagé, me dit: pourquoi vous n'iriez pas voir Prévert sur la côte, et puis à vous deux, vous auriez bien une idée, vous trouveriez bien une idée. Je vais voir Jacques, qui se trouvait à Antibes, et on se met d'accord sur un film à faire en disant: il faut fuir l'époque présente, parce qu'on n'aura aucune liberté avec le gouvernement de Vichy, il faut se réfugier dans le passé où nous serons beaucoup plus libres. Et c'est là-dessus qu'après m'avoir demandé s'il y avait une époque que j'affectionnais particulièrement, après que lui avoir dit que j'aimais beaucoup l'époque du Moyen-Âge, c'est après ça que nous entreprenons Les Visiteurs du Soir. Les Visiteurs du Soir, qu'on commence, Paul V nous donne carte blanche. Ça a été, je dois dire, je n'ai pas toujours été d'accord avec les producteurs, bien souvent même, mais Paul V était un homme merveilleux, qui vraiment faisait confiance au metteur en scène, ce que je trouve tout naturel, parce que quand on met des sommes fantastiques, aussi fantastiques que le coût d'un film, sur les épaules d'un homme, il faut lui faire confiance, ou alors ne pas lui confier un film. Donc Paul V nous laisse travailler. C'est un film assez cher, parce que c'était un film en costume, comme je l'ai dit, et on ne trouve absolument rien à ce moment-là, sinon au marché noir. Il faut se procurer les étoffes au marché noir, il faut se procurer les matériaux au marché noir, ou alors employer des ersatz, et qui donnent des résultats assez désagréables, assez néfastes pour un film. Les costumes, bon, nous faisons, Paul V fait le sacrifice nécessaire, on a du velours, on a la soie, on a le brocart, on a tout ce qu'on veut pour les costumes des vedettes. Mais pour les costumes des figurants, il faut employer un matériau de remplacement, un ersatz, et qui oblige
à laisser les gens un peu éloignés de la caméra, parce que cette soie, cet ersatz de soie est en réalité une sorte presque de papier, enfin de matériaux vraiment inconsistants, et ça se voit à l'écran et c'est pas possible. La même chose pour les décors. Les décors, il faut employer beaucoup de staff. Or, le staff se fait avec du crin et du plâtre. Il n'y a plus de crin, le crin est réquisitionné, il faut employer de l'herbe qui humidifie le décor. Enfin, il y a des choses c'est un film qui va me demander un effort considérable et comment dirais-je, qui occasionne même des perturbations dans le tournage. Par exemple, on a une peinture, on ne peut pas avoir de peinture cellulosique, alors on a encore un remplacement, et cette peinture colle aux pieds des acteurs, aux chaussures des acteurs. Vous voyez qu'au milieu d'une prise de vue, tout d'un coup, l'acteur marche dans le décor et enlève la peinture avec ses souliers. Il faut donc tout arrêter, recommencer, repeindre le décor, qui va nous occasionner un retard considérable dans la réalisation. Et puis il y a une chose très singulière. J'ai voulu que tout le film soit tourné dans des décors construits. Pourquoi? Parce que j'ai souffert de voir certains films historiques tournés dans des décors d'époque, et le décor était usagé, patiné par le temps, les costumes rutilants de fraîcheur, et il y avait un décalage qui me gênait beaucoup. Il y avait une sorte, c'était enfin comme une mascarade. Donc j'ai demandé qu'on construise tout le décor. Dieu sait si il y a des beaux châteaux en France. D'ailleurs, beaucoup sont ultérieurs à l'époque du Moyen-Âge, mais enfin, il y a de très beaux châteaux. Mais j'ai demandé qu'on construise non seulement tous les intérieurs, mais l'extérieur du château. Et l'extérieur du château, je l'ai voulu blanc, neuf, comme étaient les châteaux à l'époque. Et à la sortie du film, ça va susciter une controverse extraordinaire. On va me peut-être dire que j'ai construit un décor en carton-pâte, et finalement, tout de même, la raison prévaudra. On se rendra compte tout de même qu'à ce moment-là, les châteaux étaient neufs et étaient blancs. Le film, je dois dire, malgré cette réserve de certains, a une presse extraordinaire et vraiment, les gens se ruent pour voir ce film qui, dans le public, va occasionner des discussions, mais assez fantastiques, assez incroyables d'ailleurs, puisqu'on me dit que le film a été cause de plusieurs divorces. Le mari aimant le film et la femme ne l'aimant pas, ou le contraire. Et bref, on en arrive aux discussions et presque aux coups. Et moi-même, j'ai été témoin d'un dîner où la maîtresse de maison avait réussi, après 3 mois d'efforts, à tout de même à faire un dîner très confortable, ce qui n'était pas très commode à l'époque, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on est venu à parler des visiteurs du soir, et ça a été très mal. J'ai vu le moment où on allait se lancer les assiettes à travers la figure. Il y a d'ailleurs des gens qui sont partis. Mais malgré ça, je répète, le film est un immense succès. Là-dessus, Paul V me demande de faire un deuxième film, compte tenu du contrat qui nous liait. On est là bien hésitant. Prévert et moi, nous sommes à Nice, le producteur aussi. On cherche plusieurs sujets, on abandonne, et un jour on rencontre Barrault, qu'on n'avait pas vu évidemment depuis le début de la guerre. On rencontre Barrault et qui nous parle d'une histoire arrivée à Debureau, qui nous séduit beaucoup. Et puis, je parle à Paul V de ce projet. C'était donc une histoire qui était arrivée à Frédéric Lemaître. C'était le boulevard du crime, c'était tous les personnages, tous les théâtres du boulevard du crime. Paul V me dit d'accord. On commence à travailler l'histoire et on se rend compte que c'est une fausse bonne histoire pour le cinéma. Prévert veut abandonner. Et moi, j'aime beaucoup l'époque. J'aime beaucoup surtout l'atmosphère, j'aime beaucoup le lieu. Et je dis à Prévert, bah, écoute, c'est pas tout ça. Moi, je vais aller à Paris, je vais aller au musée Carnavalet, au cabinet des estampes, et je vais essayer de trouver des estampes du temps, de faire photocopier des estampes du temps. Et puis on va bien voir si l'imagination vient. Je vais là-bas, je cherche les estampes, je fais photocopier les estampes, je vais aussi dans des librairies à Paris pour chercher tous les ouvrages sur les théâtres du temps, et je reviens avec une moisson considérable auprès de Prévert à Nice, et je lui dis tout le film est là. Et puis nous sommes partis quand même sur le film, en oubliant l'histoire racontée par Barrault. Puis très vite nous nous sommes aperçus que le film allait être très long.
il y avait non seulement une histoire à raconter, beaucoup de personnages, mais on disait que certains personnages avaient du génie, Frédéric Lemaître, de Bureau. Il fallait bien les montrer un peu dans l'exercice de leur métier, puisqu'on disait qu'ils avaient du talent et du génie. Et on pensait que le film ferait 2h30. Je m'en ouvre à Paul V, qui me dit « Est-ce que vous pourriez faire 2 époques ?» Je dis « Moi, je ne veux pas prendre sur moi la responsabilité de cela. Je vais en parler à Prévert et je reviens vous dire la réponse. » À ce moment-là, j'étais avec Prévert au-dessus de Nice, à Tourette-sur-Loup. Je vais voir Prévert, on en discute un moment, puis finalement, on se met d'accord sur 2 époques. Paul V donc est ravi, je lui dis, je pose une condition cependant, c'est que ça n'est pas un film à épisode, et que pour tout au moins l'exclusivité parisienne, le film passe en une seule fois. Bien, me dit Paul V, et on se met au travail. Ça vient très bien, c'est très agréable. Comme toujours, la collaboration avec Prévert est merveilleuse. C'est vraiment, j'ai passé avec lui peut-être les 10 meilleures années de ma carrière. Et puis, on envisage, comme on fait aussi toujours, d'ores et déjà, dès le début du travail, quels acteurs vont interpréter le film. Naturellement, Arletty, Barrault, qui nous a raconté l'histoire de Bureau et qui est tout indiqué pour jouer le mime, Brasseur pour faire Frédéric Lemaître, et Marcel Héran, que moi j'aime particulièrement, pour faire Lassner, qui est le personnage évidemment le plus proche du cœur de Prévert. C'est très curieux, alors qu'on a eu tellement de difficultés pour les matériaux des visiteurs du soir, on a un peu plus de facilité pour ceux qui nous sont nécessaires pour les enfants du paradis. Le film s'appellera Les enfants du paradis. Il s'appelle tout d'abord Funambule. Puis on changera Les enfants du paradis parce que on a lu dans un livre que j'ai rapporté de Paris, un livre de Jules Janin, que ce qu'on appelle l'amphithéâtre, enfin le dernier étage du théâtre à l'italienne, s'appelle à l'époque le paradis. Donc on appellera les enfants du paradis, il y a un double sens. Les enfants du paradis, ça peut être les spectateurs du paradis, ou ça peut être aussi les acteurs pour les spectateurs du paradis. C'est un peu, on joue sur les deux. Et ça a été aussi un jeu de mots, en ce sens qu'à l'époque, il y a un grand magasin de jouets à Paris qui s'appelle le Paradis des enfants. Et on a renversé la chose pour faire les enfants du paradis. Vous voyez comme viennent les titres de films, comment tout ça comment le hasard a souvent une grande part. Donc, on travaille, il y a presque rien à signaler dans notre travail. Tout va bien, on trouve les tissus pour les costumes. Je vais, cette fois-ci, carrément, pour les hommes, chez un grand couturier, chez un grand tailleur de la rue Royale, et je vais carrément pour les femmes, je peux dire le nom, chez Lanvin. Et puis, on commence le film. On a construit le grand décor du boulevard du Crime dans la cour, dans le jardin des studios de la Victorine à Nice. Et puis, comme j'ai eu beaucoup de mauvais temps pour les visiteurs du soir, que ça occasionnait beaucoup de retard, cette fois-ci, je prends mes précautions et on construit 2-3 décors sur les plateaux, 2-3 décors intérieurs, de manière que si j'ai du mauvais temps, je puisse travailler quand même. C'est ce qui se produit et on commence par les décors intérieurs. On en est là, on a tourné environ 3 semaines, quand on va pour entrer dans le décor extérieur et au même moment, simultanément, il y a le débarquement américain en Sicile. Le gouvernement de Vichy prend peur, on voit déjà les Américains dans la baie des Anges et on a l'ordre de Vichy de rentrer immédiatement à Paris avec tout le matériel, la pellicule son, images, les caméras et tout. J'essaie de parlementer, je téléphone, je ne sais pas par quel miracle d'ailleurs j'obtiens le téléphone parce que c'est pas commode entre les 2 zones. J'appelle le directeur du comité d'organisation du cinéma d'alors, qui était Gallet, et je lui dis, écoutez, laissez-moi tourner le boulevard du Crime, j'en ai pour 8-10 jours, si je tourne ces grandes scènes, ces scènes à grande figuration, le film est dans la boîte, le film est sauvé. Le reste, on le tournera toujours, je ne tourne pas, je ne suis pas sûr de faire le film. Rien à faire, on rentre, les gens s'affolent, Arletty s'affole un petit peu pour des raisons personnelles, Barrault parce qu'il ne sait pas très bien, il croit que Madeleine Renaud est à Vichy, mais il n'en est pas sûr. Il était marié à ce moment-là avec Madeleine Renaud, à ce moment-là il est toujours d'ailleurs marié avec elle. Et on décide, si on obtient de continuer le film, Arletty et Barrault
vont partir à Vichy, vont partir pour Vichy, et ils nous attendront 3 jours. Là, si au bout de 3 jours, on obtient la possibilité de continuer le film, ils reviennent et on continue. Hélas, on ne l'a pas obtenu et on est rentré à Paris. Qui plus est, le sieur Greven, dont je vous ai parlé, qui m'avait engagé, avec lequel j'avais rompu, avait menacé Paul V, quand il a signé 3 contrats avec moi, il avait menacé Paul V en lui disant « Si vous faites un film avec Carnet, jamais le film ne sortira durant la guerre. » Et Paul V avait eu cette réponse superbe, qui était très courageuse à l'époque. « Mais la guerre finira bien un jour, monsieur Greven, alors je sortirai ces films à ce moment-là. » Mais il ne s'était pas tenu pour battu, et je ne sais pour quelle raison, il avait obtenu l'interdiction de Paul V en tant que producteur. Donc le film était à l'eau. Je vais voir Gallet, au comité d'organisation, il me dit, écoutez, je vais essayer que Pathé reprenne le film. Et les pourparlers ont duré 3 mois. Durant 3 mois, on n'a pas su si on allait continuer le film ou pas. Pathé était très emballé par ce qu'on avait déjà tourné, parce qu'avait vu le producteur délégué, Borderie. Mais tout de même, ça coûtait très cher. Il y avait tout de même des reprises de contrats. Il y avait le temps pendant lequel on avait été arrêté, est-ce qu'on demandait des indemnités et tout. Et ça a été évidemment très compliqué. Et enfin, on y est arrivé. Tout le monde a fait des sacrifices d'argent considérables, d'ailleurs, je dois dire. Enfin, on a pour ainsi dire abandonné les cachets durant ces 3 mois. On a repris le contrat au moment où il avait été arrêté. Puis, on a terminé. Et ce film, qui était une sorte de gageure de tourner un film aussi d'une importance matérielle aussi considérable, dans un temps de restrictions de plus en plus accentuées, la guerre se continuait et les privations étaient de plus en plus grandes. Je ne sais pas par quel miracle on est arrivé à tourner ce film, je le répète, beaucoup plus facilement que Les Visiteurs du Soir, qui pourtant était un film d'importance matérielle moindre. Et puis quand le film a été terminé, moi je m'étais mis dans l'idée de le projeter seulement quand la guerre serait terminée. La guerre continuait, Paris avait été libéré au mois d'août, nous étions à peu près en novembre, mais la guerre n'était pas terminée, se poursuivait dans les Ardennes, la France n'était pas encore entièrement libérée, il y avait encore des poches de résistance, les ports par exemple comme Brest, où Brest, oui, et où le Havre était encore occupé par les Allemands. Et j'ai traîné le montage du film au moins 3 mois. Hein. Mais je ne suis pas arrivé quand même, nous étions en février 1945, je ne suis pas arrivé quand même à aller jusqu'à pas la paix, mais enfin jusqu'au traité d'armistice. La Maison Gaumont a vu le film et a dit d'accord, nous sommes d'accord pour le prendre, on va le prendre dans 2 salles, et alors c'est très facile, on va projeter une époque dans une salle et une époque dans une autre. Bon, alors moi j'ai bondi, j'ai dit c'est pas nos conventions. Mais Paul V n'était plus le producteur du film, c'était Paul V qui m'avait fait la promesse. Alors, j'ai quand même obtenu de Gaumont, vous savez, les producteurs ou les distributeurs sont très bizarres. Si un metteur en scène est sur une série de succès, on l'écoute volontiers. On croit qu'il a une espèce de baraka, on croit qu'il a une espèce de science infuse, et que tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Donc, quand j'ai dit c'est un film qui ne peut pas être vu en 2 fois, il faut qu'il soit vu en une seule fois, c'est une fraise, ça forme un tout. À ce moment-là, ils m'ont écouté et j'ai obtenu qu'on passe en une fois. Alors il m'avait dit, mais c'est très joli, ce film dure 3h10, et il faut qu'on augmente le prix des places. J'ai dit oui, vous allez augmenter le prix des places. Et comme je m'étais rendu compte, par exemple dans Les Visiteurs du Soir, que les gens faisaient la queue devant le cinéma, parfois 2 heures et n'entraient pas, n'avaient plus de place, je leur ai dit, et le soir, vous allez faire une séance spéciale, le film dure 3 heures, vous allez commencer à 9 heures, vous allez faire une séance spéciale, où on louera les places. Oh, louer les places, il n'est pas question. Il faudrait 2 personnes de plus à la location, pour la location. Je dis, qu'est-ce que c'est, 2 personnes? Et effectivement, on a fait la location. Les gens étaient ravis parce qu'ils faisaient la queue pour la location. Mais c'était sûr d'avoir un jour ou l'autre, pour un jour de la semaine suivante, où on pouvait louer à 8 jours à l'avance. Donc ils étaient sûrs d'avoir des places, même en faisant la queue. Et le film a été un immense succès. Je m'excuse de le dire, mais enfin parce que c'est vrai. Et c'est peut-être aujourd'hui, c'est sûrement même mon film le plus célèbre et qui continue à être projeté dans le monde entier et particulièrement en Amérique. Pathé me fait une proposition. Me dit, voulez-vous tourner un film avec Gabin, le premier film de Gabin d'après-guerre?
Le temps avait passé, il y avait eu l'armistice, donc c'était bon. Gabin était revenu, il était dans les chars, il était revenu, je l'avais rencontré, tout ça se passait bien, et on cherchait un sujet. Gabin, à l'époque, je dois dire, était du dernier bien avec Marlène Dietrich, et donc on sortait ensemble tout le temps, Prévert, Gabin, Marlène et moi. Et on cherchait un sujet qui se dérobait, comme souvent, quand on cherche des sujets, on n'en trouve pas. Gabin nous avait dit, pourquoi on ne mettrait pas la grande dans le coup? La grande, c'était Marlène. Naturellement, Pathé était ravi. Avoir Gabin et Marlène dans un film, c'était prodigieux. Avec les deux auteurs des Enfants du Paradis, c'était bon. Et un jour, on va au Théâtre Sarah Bernard voir une soirée de ballet. Il y avait 4 ballets. Il y avait entre autres, le merveilleux ballet de Bérard et Sauguet et les Forains. Et il y avait un autre ballet qui s'appelait Le Rendez-vous, qui était sur un thème de Prévert, avec musique Cosma et des décors photographiques de Brachaille. C'était une histoire fantastique, une histoire allégorique avec le destin. Et on va boire un verre après cette représentation, et je dis à Prévert, à Gabin, ben voilà le sujet du film. Tu crois, me dit Prévert, tu crois, me dit Gabin, vous croyez, me dit Marlène. Mais je dis oui. Et le ballet s'appelait, je dis, Le Rendez-vous, et de là allait sortir Les Portes de la Nuit. Mais c'était une époque assez singulière, c'était une époque où il était vraiment question presque uniquement de résistance, de collaboration. C'était, vous savez, c'était le grand moment de l'épuration. C'est ce qu'on a appelé la terreur rose un peu. On arrêtait les gens. Et on était surtout, comment dirais-je, catalogué, surtout désigné si on était acteur, si on était dans le spectacle, si on était dans la littérature. C'était surtout les artistes qui prenaient, mais les industriels, eux, arrivaient très bien un peu à se tirer des pattes. Et Prévert s'était découvert comment dirais-je, une grande action de résistance durant la guerre. Moi, je ne l'avais pas beaucoup quitté, je ne m'étais pas rendu compte, mais enfin, paraît-il, il était grand résistant. Et c'est ainsi qu'il a fait intervenir la résistance et la collaboration dans un scénario qui, encore une fois, était intemporel à l'origine, dans le ballet. Le ballet était intemporel, et il a fait intervenir, c'est un petit peu à mon grand désappointement. C'est à peu près, c'est là où on a commencé un petit peu à chamailler avec Prévert. C'était pas très grave, mais tout de même, il y avait déjà une petite amertume, une petite aigreur qui n'avait pas existé jusqu'alors. Et puis, on commence donc ce scénario. Je choisis un quartier de Paris que j'aime beaucoup, du nord de Paris, qui est le quartier de la Chapelle, de Barbès-Rochechouart, tout ça. Et un quartier très populaire. Et puis on commence le scénario. Alors, comme toujours, en dehors de Marlène et de Gabin, on entrevoit les acteurs secondaires qui ont toujours, dans tous les films que j'ai faits, ont eu beaucoup d'importance pour moi. Donc il y avait Carrette, que j'admirais hélas, puisqu'il est mort. Et il y avait Saturnin Fabre. Et puis, on met Brasseur. Je recommande à Brasseur, j'ai dit, tu sais, je te prends si vraiment tu ne fais rien. Ben, j'avais très peur. Frédéric Lemaître avait déteint un petit peu sur son talent. Il en faisait beaucoup. Je lui ai dit, bon. Reggiani, que j'aimais beaucoup aussi. Et puis, on écrit. Et puis, Marlène n'est pas satisfaite de son rôle. On lui lit et elle trouve, enfin, qu'elle n'a pas un rôle assez dramatique, selon elle. Elle n'a pas de grande situation dramatique. Et nous, on était très contents d'avoir Marlène, mais on se rendait compte un peu de ses possibilités. Elle n'a pas un tempérament dramatique du feu de Dieu. C'est une fille, c'est une fille très belle. Il y a le mythe Marlène, il y a eu le mythe Marlène Dietrich, mais ça a toujours été dans des rôles, si je peux dire, dans des personnages un peu décoratifs, un peu sensuels, sexy, mais ça n'allait pas plus loin. Il n'a jamais eu de situation très forte à jouer. Mais enfin, elle n'était pas contente, et son contrat le lui permettant, elle quitte le film. Elle quitte le film. Corda était le coproducteur. Je demande à Corda, je téléphone à Corda, je lui explique la situation. Il me dit, est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que Gabin vous reste, plus exactement? Je dis oui. Bon, alors, je continue ma collaboration. Puis, Prévert avait beaucoup d'ennuis familiaux. Sa jeune femme attendait un bébé, n'était pas bien.
était même très mal, on pensait l'opérer et tout ça, et il a pris beaucoup de retard, c'était pas sa faute le pauvre, mais il a pris beaucoup de retard, et tant et si bien que le jour où on devait donner le premier tour de manivelle, le scénario n'était pas encore terminé, enfin le dialogue n'était pas encore terminé. Gabin, qui avait signé ou qui avait dit avoir signé un contrat par la suite, nous dit, moi je ne pourrai pas terminer le film. Il nous faut, on fait un arbitrage, et le directeur du centre donne raison à Gabin qui s'en va. Me voilà donc avec un scénario écrit pour Gabin et Marlène Dietrich, sans Gabin et Marlène Dietrich. Je téléphone encore à Corda pour lui dire, là encore, c'est ce qui arrive, et Corda me répond, est-ce que vous pensez pouvoir trouver des remplaçants? Je dis oui, je pense, écoutez, le cinéma français est tout de même assez riche pour trouver des remplaçants à 2 acteurs. Alors, il me dit, bon, je continue. Bon, je cherche, personne n'est libre. Aucun jeune premier à l'époque n'est libre. Et donc, il me faut prendre un inconnu pour un rôle écrasant. Et une inconnue pour un rôle moindre, mais quand même. Bon. Oui, à l'époque, j'avais vu à 2 ou 3 reprises, enfin 2 fois, je crois, j'avais vu un chanteur qui s'appelait Yves Montand, au Théâtre de l'Étoile, où il donnait un récital. Et c'était évidemment le chanteur du moment, c'était vraiment l'homme qui montait. Et je le vois, je le fais venir, et il me semble pas mal. Il a bien un accent assez désagréable, indéfinissable d'ailleurs, mais j'ai dit, on verra, on va peut-être un peu lui passer son accent. Bon. Je vois une actrice qui jouait dans L'Idiot, à côté d'Edwige Feuillère et de Gérard Philippe, qui était Nathalie Natier, qui était pas mal, et je décide donc de faire des essais avec plusieurs acteurs et actrices, mais y compris ces 2-là. Et finalement, mes essais sont pas très très bons, et les 2 qui sont encore meilleurs, c'est Montand et Nathalie Natier. Je refais un essai avec les 2, je réunis le couple, et puis j'hésite un peu. Prévert insiste pour que je les prenne. D'une part, Édith Piaf, qui est très amie avec Montand, qui le pousse, qui le soutient, me téléphone 3 fois par jour pour demander de le prendre, me disant c'est l'homme de demain, c'est l'homme de demain. Finalement, un jour, je dis bon, d'accord, on tourne avec Montand et Natier.